installer, débuter dans quelques minutes cette conférence. Donc on est ravis à l'UNC d'accueillir ces deux conférenciers. Donc on a M. Denis Lafortune qui vient de l'Université de Montréal, qui est professeur de criminologie et qui va nous expliquer un certain nombre d'éléments qui relèvent de la criminologie clinique. Il nous expliquera tout ça en quelques minutes. Et doit sa venue, si je puis dire, à monsieur Lecomte, qui est le directeur du SPI de Nouvelle-Calédonie, donc Service pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'on remercie également de sa présence et de l'initiative qu'il a prise de nous mettre en contact les uns et les autres. Une fois encore, ravis de vous accueillir. On fait pas beaucoup de criminologie en Nouvelle-Calédonie et j'espère que ça permettra à notre auditoire d'être sensibilisé en tout cas à ce vaste domaine de recherche et de recherche appliquée, évidemment, à votre point de vue. Donc, je vous cède de suite la parole. L'amphithéâtre est à vous. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Je vais aller très vite sur des préambules pour dire qu'effectivement, je suis professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Je crois connaître assez bien les pratiques pénitentiaires françaises dans la mesure où j'ai participé aux travaux de la conférence de consensus de 2013, ceux à qui ça dit quelque chose. Elle avait été organisée par Mme Taubira. Et depuis, je suis régulièrement invité à donner des formations au personnel pénitentiaire dans différentes directions interrégionales et entre autres dans les territoires outre-mer. Voilà pour mon CV. Il y a beaucoup de choses très plus intéressantes à discuter. Donc, on m'a invité à vous faire part d'une introduction aux pratiques pénitentiaires de prévention de la récidive. Je vous propose une communication, une intervention en 2-3 temps. Il y aura un bref élément d'historique, pas très long, mais je me suis dit, je m'adresse à des Français, donc probablement ils veulent avoir une notion d'historique. Désolé pour le préjugé. Un peu d'où ça vient, pourquoi, comment, tout ça. Après quelques principes, je me suis dit, je m'adresse à ils veulent avoir des principes fondateurs, des assises, sur lesquelles. Et après des pratiques opérationnelles, comment on fait ça? Voilà. Désolé si j'ai véhiculé des stéréotypes. C'est parti. D'abord, mettons au clair, ça ne marche pas. OK? Donc, je sais pas, je vais un peu vite, là, mais évidemment, dans tous les milieux pénitentiaires ou correctionnels de l'Occident, du moins, les conseillers sont surchargés. Donc, s'il y en a d'entre vous qui travaillent avec les milieux de pratique, vous voulez me dire oui, mais il y a la surcharge. Je me suis dit, on va d'abord régler ça, c'est sûr. Il y a des questions de surcharge. Soyons plus sérieux. Le modèle est dit RVR. Pour ceux qui s'initieraient pour la première fois à ce contenu, RVR est un acronyme qui veut dire le risque, les besoins, la réceptivité. Ce sont 3 principes de 20 principes. Mais disons, pour les fins de concision, on a retenu 3 des 20. C'est souvent qualifié de modèle canadien, ce qui est plus ou moins exact en fait, parce qu'il n'y a pas que des Canadiens. Mais donc, en France, souvent, c'est qualifié de modèle canadien. C'est vrai qu'il y a plusieurs chercheurs canadiens qui ont contribué à ce modèle. Donc, l'historique, rapidement. Je vous ramène en fond d'écran, je ne sais pas si ça paraît bien. Ici, je vois que c'est un peu flou. Vous avez un vieil article de Robert Parkinson, 1974, qui avait été intitulé à l'époque Rien ne fonctionne, nothing works. Mais en fait, si vous remarquez bien, mais je pense que vous ne le remarquerez pas parce que c'est trop flou, dans son article, il n'y avait jamais mention de cette expression « nothing works ». En fait, la question était « what works ». Qu'est-ce qui fonctionne? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que le what works devienne un nothing works? Et donc, on va parler de ça 5 minutes, ce ne sera pas très long, mais c'est pour vous expliquer donc l'arrière-plan historique. À l'époque, donc on est en 1974, l'État de New York se questionne sur la valeur ajoutée du fait qu'il y ait dans les prisons des travailleurs sociaux, des programmes de réhabilitation. Donc, devinez un peu ce que ça donne.
remèdes Lucie, des travailleurs sociaux, des intervenants en tout genre. Donc, ils font appel à des chercheurs, dont Robert Martinson, et donc ces chercheurs-là font une recension d'écrits. Donc, eux, ils n'ont pas fait leur propre recherche, ils ont fait donc une synthèse des travaux de l'époque. Ils recensent donc à ce moment-là 231 pratiques. J'ai mis pratique en parenthèse parce que ça inclut tout ce que vous pourriez désigner comme étant des programmes, des approches, des thérapies, des interventions. Donc, pour faire court, tout ce qui est programme, approche, thérapie, ça va ici être désigné de pratique, pour faire simple. Et donc, quand le rapport est déposé, l'État de New York bloque la publication, ce qui est déjà un signe. Martinson, non, on ne se plongera pas dans la psychologie de Martinson, mais décide, lui, de défier l'administration puis de publier quand même son rapport. Et ce qu'il dit à l'époque, je vous ai mis ici un résumé de la conclusion, c'est qu'à de rares exceptions près, dans de rares cas, sauf de rares cas isolés, les efforts de réhabilitation dont on a pu prendre connaissance n'ont pas d'effet appréciable sur la récidive. So, it looks like nothing worse. Mais si on continue de lire le texte, en fait, il dit, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de succès, en fait. Ce que ça veut dire, c'est que pour l'instant, on ne comprend pas quels sont les ingrédients. Ce sont souvent des exemples isolés, et donc on arrive mal à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une pratique fonctionne et l'autre pas. Bref, on n'a pas de modèle, on ne comprend pas comment ça marche, on n'a pas d'idée sur les principes. Donc il essaie de se reprendre. Mais donc il ajoute, encore peut-être, on pourrait dire pour s'amender, que peut-être que toute ma recherche, je veux dire ma recension des écrits, je vous rappelle, ce n'est pas une recherche originale, c'est une recension des écrits. Peut-être que ça veut dire, c'est que ce dont on a besoin, c'est d'un engagement plus véritable de la recherche au niveau des pratiques pénitentiaires pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais donc, les gens qui vont ensuite citer les travaux de Martinson vont résumer son article en disant « Nothing works ». Donc, venez ici où je m'en vais de la récupération politique d'un texte. Et donc, on peut dire, à mon avis, que Martinson, 1974, n'est pas le seul responsable, si vous voulez, du déclin pendant quelques années du mouvement de la réhabilitation, mais son texte, plus ou moins bien interprété, enfin lui dit qu'il a été mal compris, etc., a prêté des arguments à plusieurs personnes en disant, bon, so, if nothing works, en fait, ce qui marche, c'est la dissuasion et la répression. Et donc, aux États-Unis, là, je vous fais un petit voyage, je vous invite à faire un voyage de quelques milliers de kilomètres. Il y a eu lieu, ça a donné lieu, à un mouvement assez dissuasif, répressif, qui en anglais donc, était le mouvement Tough on Crime. Donc, ceux qui ont peu de connaissances en criminologie, là, je vous dirais, le Tough on Crime, c'est assez simple de les comprendre assez vite. Quand les lois sont dures, la criminalité baisse. Quand les lois sont laxistes, la criminalité monte. Donc, pas besoin de faire des diplômes. C'est pas compliqué. Il faut appliquer les lois de manière sévère et appliquer des peines dures. Donc, c'est dans ce contexte-là, j'essaie de le faire rapidement en 2-3 minutes pour vous dire, c'est l'origine, c'est l'impulsion, c'est de là, c'est la réaction, c'est de là d'où tout est parti. Donc, il y a eu, ici je vous cite quelques exemples de textes américains de ces années 80. What you get is what you serve. Ceux qui maîtrisent bien l'anglais, en fait, il n'y a pas d'aménagement de peine. 10 ans, c'est 10 ans. 10 fois 365 jours. You do the crime, you do the time. Tu fais ça, tu prends le temps qui vient avec. Point. 3 strikes, you're out.
Donc ça, c'est pour la réitération de la récidive. Une fois, 2 fois, 3 fois, non. You do the time, that's it. Donc le mouvement auquel moi je participe, si vous voulez, est un mouvement qui a essayé de réagir à ça. C'était finalement une pénologie assez dissuasive, répressive. Pour les intervenants sociaux, je vous dirais assez déprimante. Pas rien de se faire dire qu'on fait nothing worse. Tu sais, vous pouvez bien faire des entretiens, là, puis travailler, l'employabilité, tout ça, mais ça ne donne à rien, tout ce que vous faites. Donc, comment réagir à ça? La criminologie nord-américaine, je vous donne ici 2 pionniers, je pense qu'ils sont un peu connus ici. Francis Collin, c'est un Américain, Paul Gendreau, c'est un Canadien, réagissent par des données scientifiques. Bon, donc là, ici, le propos, on pourrait discuter de ça quand on aura des échanges tantôt, des interactions, si vous voulez, entre la justice et les sciences empiriques. Un autre sujet. Si vous voulez qu'on y aille, on peut y aller. Donc, jusqu'à quel point la détermination de la peine et l'application de la peine s'appuient sur des données scientifiques. C'est un sujet en soi. Pour les criminologues nord-américains, ils se disent « OK, nous, on va répondre par des données scientifiques. » Et donc, pendant ce temps-là, notre cher Martinson, pour le laisser, dans 2 minutes, je vais laisser tomber Martinson, lui, il n'avait pas comme mesuré là, que ça donnerait ça, là, son article. Donc, il revient en 79, il dit « Ah, je suis dans le club des maxités. Donc, contrairement à ma position précédente, en fait, non, il y a des traitements qui donnent quelque chose. Le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas compris les principes. On ne comprend pas pourquoi ça fonctionne à Cincinnati et pas à Houston. Mais j'ai jamais dit que nothing works. Et donc, ajoute-t-il en 1994, j'ai protesté contre l'étiquette qu'on m'a, je dirais, affublée. Je n'ai jamais dit que nothing works. Donc, c'est la fin de l'introduction sur la récupération politique, si vous voulez, au niveau des politiques pénales, de certains travaux scientifiques. Voilà. Chapitre 2. Vous avez ici, en fond d'écran, M. Paul Gendreau, qui est un Canadien. Moi, je suis un Canadien, donc je présente des Canadiens. Ah! Et lui, il dit, c'est quoi la science derrière ça? On veut voir les données. Et donc, il propose une méthode qui est la méta-analyse. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont familiers avec ce que c'est qu'une méta-analyse. Je pense qu'on est dans une faculté de droit, donc peut-être vous êtes moins au fait avec ce que c'est qu'une méta-analyse. C'est une recension de plusieurs évaluations. Quelqu'un a fait une évaluation sur l'efficacité de telle méthode. Il y a une étude qui a été publiée. Il y a régulièrement un débat. Il y a quelqu'un qui va dire oui, mais on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. La méta-analyse, c'est de recenser en fait plusieurs études, plusieurs évaluations qui ont porté sur la même question. Et de faire le bilan de plusieurs de ces évaluations pour avoir un résultat plus robuste. Donc, on pourrait dire que Francis Collin, l'Américain, et Paul Gendreau, le Canadien, répondent « Vérifions ». Et en arrière-plan, c'est certain qu'il y a une posture, je dirais, idéologico-pénale, qui est de revaloriser la réhabilitation. Donc, comment ils procèdent, voyez-vous, je vous donne un exemple, je pourrais passer la fin de soirée à multiplier, mais disons pour faire simple. Je trouve qu'ici, le titre est assez amusant, une bibliothérapie pour les cyniques. Donc, Gendreau, Collin reprennent toute une série d'études qui montrent qu'en fait, non, il y a des pratiques efficaces. Il s'agit de comprendre quels sont les principes derrière.
Et ils mettent, si vous voulez, les doctrines, les idéologies à l'épreuve des faits. Donc, mettons à l'épreuve des faits la doctrine de la dissuasion. La doctrine de la dissuasion voudrait que la dureté réduit les taux de délinquance ou les taux de récidive. Donc, autrement dit, les messieurs vont avoir tiré des leçons et décider de se ranger. Bien? Alors, vérifions. Donc, on va ici dans une méta-analyse. Je ne sais pas si chacun d'entre vous voyez ce que c'est. Je me répète, c'est une recension de différentes évaluations. Vérifions. Donc, imaginez que sur un même territoire, ici de Nouvelle-Calédonie, il y avait 2 prisons. Une réputée dure. Alors là, quand on est des chercheurs, définissons dure. Il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de visite familiale, l'insalubrité, il y a des taux de suicide, puis les rapports avec les gardiens sont rudes. On est d'accord? On a défini que c'est qu'une prison. Comparons maintenant avec une prison tout simplement plus humaine. Il y a moins de suicides, c'est plus propre, les rapports avec les gardiens sont plus cordiaux, puis il y a un parloir. Ben, normalement, si la théorie de la dissuasion fonctionne, il faut être logique. Ceux qui sortent d'une prison dure vont récidiver moins. Il faut être conséquent. Donc, vérifions. Donc, c'est ça un peu une méta-analyse. Donc, ici, les gens ils vont cumuler les études et faire clairement la démonstration que, ben non. Quand tu sors d'une prison dite dure, le taux de récidive est augmenté. Pas simplement nul. En fait, ça nuit. Les gars, ils sortent de là dégoûtés. Ils se sont fait des nouveaux amis. Où ils ont appris qu'il pourrait être en pour-dents. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui est l'arrière-plan. J'espère qu'on aura peut-être trop de temps pour parler du passé, mais je vous dirais, les origines sont celles-là. À l'époque, côté nord-américain et européen aussi, on voulait réagir à cette bibliographie cynique qui prêchait, en fait, pour des approches pénales, dissuasives, répressives et dures, croyant que c'était la bonne chose à faire. Donc, vous avez ici ce que c'est qu'une méta-analyse. Je vais passer assez rapidement sur le tableau. Dans la colonne de gauche, vous avez les études, chacune des études primaires. C'est des vieilles études, vous allez me dire. Tinkerer, non. Ici, le traitement, la deuxième colonne, c'est d'être dans un établissement dur, répressif. Le contrôle, c'est d'être dans un établissement plus humain. Les fractions, vous voyez, c'est le nombre de gars qui vont récidiver au cours des 3 prochaines années. Donc, ceux qui sortent d'un établissement de traitement, c'est dur, 19 sur 46. Du côté contrôle, donc un établissement plus humain, c'est 4 sur 35. Et la figure que vous voyez, les points, là, c'est que si vous êtes du côté ici qui favorise le traitement, c'est-à-dire qu'il faut y aller du côté de la dissuasion, de la répression et de la dureté, les points devraient être lents. Et donc, ceux qui favorisent plutôt une approche humanisante, enfin, juste moins dure, les points devraient être lents. Donc, si vous voulez chercher les points qui sont ici, je vous laisse la soirée pour les chercher. C'est lent. C'est ça une méta-analyse. Donc, à ceux qui sont habitués dans le débat argumentaire, ouais, non, mais vous pouvez faire dire ce que vous voulez aux chiffres, puis à chaque argument. À un moment donné, nous, du côté de la criminologie, on arrive à en regarder. Ça fait comme, il y a 60 000 détenus qui ont passé par non, nous, c'est clair. Ça donne, si vous voulez, peut-être une espèce de propos, peut-être des fois trop affirmatifs, mais it doesn't work. Ça ne marche pas. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est ce qui fonctionne. Donc, ça repose sur des méta-analyses. Fin de l'historique. Vous me poserez,
Merci. Il y a des gens qui réagissent déjà, c'est bien gentil. Ici, qui est ce monsieur? Il s'appelle Donald Andrews. Ceux qui connaissent un peu la criminologie, vous avez peut-être déjà entendu parler de Andrews and Bonta. Donc c'est Don Andrews, il y a des noms derrière ça, hein. Il y a des personnes. C'est Don Andrews. Bonta, vous voulez savoir son prénom, c'est James, puisque vous posez la question. Don Andrews, James Bonta. Ces gens-là ont mis en place, donc, si vous voulez, dans la réplique au modèle Tough on Crime, un modèle qui est dit RDR. Donc, plaçons la terminologie pour celles et ceux qui seraient moins familiers. Le premier R dans RDR veut dire risque. Le B veut dire besoin. Le deuxième R veut dire réceptivité. Commençons par le premier R, risque. De quel risque est-il question? Est-ce que c'est le risque d'engagement dans la délinquance ou le risque de récidive? Réponse, c'est le risque de récidive. Qui nous préoccupe, on est dans le domaine pénitentiaire. Donc, il y aurait bien des choses à dire sur ce qui fait qu'un jeune homme s'engage dans la délinquance. On risquerait probablement d'être au niveau de son histoire familiale. Maltraitance, absence du père, abandon. On serait probablement au niveau de son adolescence, échec scolaire, fréquentation de pères plus ou moins délinquoïdes. Ici, on n'est pas là. Ce sont des facteurs qui expliquent la primo-délinquance. Ce qu'on cherche, c'est des facteurs qui expliquent la récidive ou réitération dans le vocabulaire juridique français, la récidive générale. En d'autres mots, qu'est-ce qui fait que malgré l'arrestation, la prise en charge, la détention, ça se reproduit? C'est pas la même question. Vous et moi, on aurait été à risque, peut-être, enfin moi je ne vais pas vous mettre dans ma position, moi j'aurais été à risque de primo-délinquance. La question n'est pas celle-là. C'est après m'être fait arrêter, incarcéré, etc., qu'est-ce qui fait qu'après, j'en remets une couche? C'est ça la question. Donc ici, on essaie de comprendre d'une certaine manière les indices de persistance, de réitération. Et donc, s'il y a des facteurs qui sont spécifiques à certaines récidives spécifiques comme les AICS, les auteurs d'infractions à caractère sexuel, la théorie ici cherche à identifier des facteurs de récidive qui sont génériques. Que vous soyez voleur de vélo à ICS, trafiqueur de drogue ou hacker sur Internet, est-ce qu'il y a une manière de se représenter les facteurs de risque de réitération? Qu'est-ce qui fait qu'après vous en mettez une couche? Ça, c'est le premier principe. Je ne sais pas si déjà dans votre tête, vous avez des intuitions là-dessus. Je vous donne des pistes, hein. Évidemment, la précocité joue. Si la première infraction a été commise à l'âge de 16-17 ans, c'est pas comme à 36 ans. On est là-dessus. Alors, statico-dynamique. Désolé pour ceux qui connaîtraient déjà, peut-être que là, mais pour d'autres, ceux qui s'initient ce soir pour la première fois. Donc, dans ces facteurs de risque de réitération, il y aurait des éléments statiques. Les éléments statiques sont les éléments historiques sur lesquels on ne peut plus rien changer. Si la première infraction a eu lieu à 14 ans, comme un professionnel, je peux faire tout ce que je voudrais, la première infraction a toujours eu lieu à 14 ans. Si le père est disparu en bas âge, le père sera toujours disparu en bas âge. Si le gamin a commencé à consommer de la marijuana à 8 ans, il aura toujours consommé. C'est du passif. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Parce que ça nous permet de situer un niveau de risque. Si vous avez un gamin qui a abandonné par son père, qui a commencé à consommer de la marijuana à 8 ans, puis que son première infraction était à 14 ans, c'est pas dynamique, enfin on ne veut pas agir là-dessus, mais enfin c'est important de connaître. Ça situe une zone de risque. Facteur statique. Facteur dynamique, des facteurs sur lesquels on peut agir. Donc le jeune homme
dont je vous parle, maintenant fréquente une bande, chat sur l'Internet, sur des sites porno, je sais pas quoi, consomme lui-même maintenant beaucoup d'alcool. Ça, c'est du présent, d'où dynamique. Là-dessus, on peut agir. Donc, l'évaluation du risque repose sur une combinaison de facteurs statiques et dynamiques. Il y a l'historique, puis il y a les modes de vie de la personne. Donc, on va d'abord essayer de déterminer ça. Pourquoi? Pour identifier les personnes, les situations prioritaires. Les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion probation, avec lesquels peut-être vous travaillez déjà, peuvent recevoir dans la même semaine 3, 4, 5, 8 dossiers. Il y a des choix à faire. Il y a une réaction sociale, ou il y a un cas d'inceste, ou il y a un cas ici d'infraction routière, il y a quelqu'un qui a frappé une petite vieille, ou ici, là il y a juste le gars qui pour la 5e fois a été pris en état d'ébriété sur la route. Le principe du risque essaie d'identifier les sujets qui sont réellement à risque élevé de récidive, nonobstant la gravité des faits et les réactions sociales. Un sacré défi. Imaginez le CPIP qui reçoit un cas d'inceste, tout le monde va vouloir que ce soit un cas qui passe en priorité. Et je ne suis pas en train de minimiser ça. Hein? Je suis pas en train de minimiser. C'est grave, l'inceste. Maintenant, est-ce que c'est le cas sous l'angle de la récidive qui devrait passer en priorité? Non. Au risque de vous choquer. À côté de ça, vous avez un auteur d'infraction routière qui est ivre, puis c'est sa 6e récidive. C'est assez clair. Qui devrait passer en priorité? Donc, principe du risque. Et donc, ça peut éventuellement devenir, si vous voulez, des axes d'intervention importants, les facteurs de risque. Donc, ces facteurs de risque ont été, toujours par Don Andrews et James Bonta, regroupés en 8 grandes catégories. Si un jour vous travaillez avec la pénitentiaire, vous allez entendre parler de l'anglicisme du Big 8. Ça renvoie à 8 grandes catégories. La première catégorie est donc constituée, ici j'ai mis, donc 8 grandes catégories qui s'appliquent à toute forme de délinquance, par d'abord des facteurs statiques. Donc si vous étiez dans les services de M. Lecomte, vous allez regarder le casier. La récurrence, la précocité, le polymorphisme des infractions va vous amener déjà à vous faire une thèse si vous allez être à risque élevé. Première catégorie, donc vous avez ici l'âge. Vous savez sans doute que, comme dans tous les domaines, les délinquants prennent leur retraite. Hein, donc, 21 ans, c'est pas comme 41 ans, c'est pas comme 51 ans. Le risque de récidive est pas le même. L'âge, c'est un élément statique. On ne peut pas agir sur l'âge, mais en fait, on prend ça en considération. La précocité, donc l'âge du premier délit. Le genre, le sexe, donc les garçons, de manière générale, les hommes, toutes choses égales par ailleurs, sont plus à risque que les femmes. Et parfois même la nature de l'infraction elle-même. Quand on pratique dans la pénitentiaire, il faut apprendre à dissocier la gravité des faits du risque de récidive. La plupart du temps, si vous voulez, les infractions extrêmement graves sont associées à un taux de récidive faible, au risque de déranger d'autres. Mais les cas d'inceste, c'est gravissime. Hein? J'espère que je suis clair. C'est pas mon propos. Maintenant, le taux de récidive sur les cas d'inceste, je pense que c'est 5%. Les homicides, c'est gravissime. Sauf exception, le taux de récidive est minime. Donc, il faut arriver. Quand on travaille dans la pénitentiaire, si on fait de la prévention de la récidive, c'est-à-dire, ce gars-là, l'auteur d'inceste, il n'y a pas de question. Est-ce qu'il mérite sa peine? Il mérite sa peine. Est-ce qu'il faut qu'il fasse ses 15 ans? Il faut qu'il fasse ses 15 ans. Maintenant, en termes de prévention de la récidive, est-ce que c'est le gars qu'il faut que je vois toutes les semaines?
Et donc, il y a une posture là-dedans, hein? Une forme d'indépendance, je vous dirais, des réactions sociales. On se fie plutôt, donc, si vous voulez, à la probabilité qu'il y ait un récidive. Deuxième, je suis dans l'élite. 1, l'âge. 2, les fréquentations. Donc, je vous les ai mis d'ailleurs dans l'ordre de priorité, c'est-à-dire ceux qui sont les plus associés à la récidive. Quand j'enseigne à Montréal dans les cours en criminologie, souvent je pose aux étudiants la question, d'après vous, quels sont les principaux prédicteurs de la récidive? La plupart du temps, les gens répondent la pauvreté et la santé mentale. Tout faux. Désolé. En fait, tout faux. C'est pas que la pauvreté et la santé mentale n'ont rien à voir, mais les principaux indicateurs de récidive, c'est ni la pauvreté ni la santé mentale. Ouais. C'est le réseau social et les croyances. Et donc, dans le réseau social, évidemment, ça renvoie à la fréquentation d'amis ou connaissances, délinquants ou marginaux. Tout ça n'est pas privé, si vous voulez qu'on en discute, on pourra en parler. Donc, amis ou connaissances, déjà, vous devenez la distinction. Délinquants, avérés ou marginaux, qu'est-ce que marginal, on pourra discuter tout ça, etc. Mais donc, il y a le réseau social. Et donc, d'une certaine manière, il y a aussi la présence qu'on va essayer, quand on fait l'évaluation des situations, on va essayer d'évaluer la présence qui est aussi dans l'entourage des pairs qualifiera de prosociaux. S'il n'y a personne dans... Le gars, il revient, tu comprends, il est tout fier, il a volé des iPhone 22. Je ne sais pas si c'est la même chose. Moi, je ne suis pas à jour dans les iPhones. Hein. Ça ne peut-être même pas un iPhone 22. Bon. Il est fier, il a comme piqué, il a volé, ça c'est du québécois, piqué. Puis là, si tout le monde fait « Wow, man! » nous soir. Il y en a deux qui disent « C'est donc con d'avoir fait ça. » C'est la question. Quelle est la réaction du réseau social? Et donc, à ce moment-là, il y a un rapport assez étroit avec le réseau. Et je pense qu'en Calédonie, on a dit jusqu'à présent que ça existait peu, mais si vous allez en France métropolitaine, il y a la question des banques aussi. Donc, 2, les fréquentations. Alors, tiens, pendant qu'on parle de ça, pour vous interpeller vraiment comme futur professionnel, c'est une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas juste un proposé universitaire, je donne ce soir, là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à aider un jeune homme ou un homme à avoir du recul par rapport à son réseau social? Je ne sais pas si moi je m'invitais à un moment donné dans vos vies en vous disant vous avez des mauvais amis, des mauvaises fréquentations, vous devriez arrêter de voir ces gens-là. On se dira comment vous allez me recevoir. Mais, vous voyez, là c'est l'art du CPIP, hein, comment on arrive à re-questionner le réseau des fréquentations sans y aller frontal, en disant vous avez des mauvais amis. Deuxième domaine, comme je vous le disais, troisième en fait ici pour le Big 8, c'est le domaine des pensées, des cognitions, des attitudes, des valeurs. Vous avez des jeunes hommes, malheureusement, qui sont convaincus en fait que la violence c'est une bonne manière de se faire respecter. Hein. Et puis qu'il n'y a rien de mal à frauder. C'est la faute à Macron. Hein. Avec les impôts qu'il nous charge, vous êtes pas mal idiots de ne pas frauder. En fait, c'est quoi juste votre salaire? Je vais vous parler du mien. Hein. Puis, ouais, donc, si vous voulez suivre comme des petits lapins, tout ça, mais donc, complètement convaincu. Donc, les croyances, les valeurs, les attitudes sur la loi, sur moi, comme une personne, je dirais, un peu passe-partout qui va toujours s'en tirer, sur les autres, je suis entouré de crétins incompétents, sur les femmes, sur les pauvres, sur les étrangers. Donc je vous remets dans la position du praticien, c'est un facteur de risque.
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand c'est le facteur principal de récidive. Donc vous avez ici toutes sortes d'attitudes favorables à la violence, au vol, au délit sexuel, qui sont des cibles, des préjugés hostiles par rapport à des groupes sociaux, les décisés, les transgenres, les gays, les juifs. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Des cultures. Donc, c'est de combiner les deux premiers facteurs, les réseaux et les attitudes. Un sacré défi. Hein? Troisième facteur, ce que les psys appellent les troubles de la personnalité. Les agents correctionnels, les CPIP, ne sont pas des soignants. Maintenant, ils sont habitués à repérer des traits associés à la psychopathologie. Ils ne font pas de diagnostic en général. Mais quelqu'un qui a du métier est capable de reconnaître ce que c'est que l'impulsivité, le détachement émotionnel, la froideur, la tendance au clivage. Et donc, on va essayer de former aussi les conseillers à ne pas poser de diagnostic psy. Mais si vous voyez un gars qui est froid, qui fait du clivage, qui est impulsif, etc., c'est un signe. Et puis donc, référer à qui de droit pour évaluation plus approfondie, ça peut être des facteurs de risque. Arrivent les troubles mentaux graves, qui posent la question de la capacité à contrôler son comportement. Et donc, les gens qui avaient vraiment des problèmes psychiatriques, donc on dirait qu'ils sont plus ou moins responsables pénalement, donc c'est un quatrième domaine. Les troubles mentaux graves qui sont souvent d'ailleurs associés à de l'alcool et à d'autres misères sociales. Donc, quatrième domaine, vous voyez, j'espère que je suis clair dans ce que je vous défie le week-end. La grille de lecture qu'ont généralement les conseillers pénitentiaires, enfin celle qu'on préconise. Éducation et emploi. Donc éducation et emploi ici est surtout une question d'investissement et non pas de résultat. Je m'explique. C'est pas d'être mauvais à l'école. C'est de ne pas investir en études. C'est pas d'être chômeur, c'est de ne pas investir dans le travail. S'il y avait autant de chômeurs que de délinquants, on ne serait pas sorti de l'auberge. Mais c'est que le gars, il y a tellement de conseillers en fait, qui ont pris la peine de valoriser des gars en disant t'es plein de potentiel, il me semble que t'es bon en mathématiques, si tu faisais une carrière, il me semble, dans l'informatique, tu aurais là une manière légitime de gagner ta vie, puis tu serais fier de toi, puis quand tu sais, tout ça. Le gars, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est plus une question d'investissement que de statut, si on peut dire. Donc, l'éducation, l'emploi, le rapport à l'emploi, le rapport à la structuration de ses activités quotidiennes, d'avoir des horaires, ce qu'on appelle la routine, pour certains des facteurs de risque aussi. Relations familiales, conjugales, avec sa famille d'origine pour les plus jeunes, ceux qui ont 18, 19, 20, 21 ans, avec sa famille propre pour les plus vieux, est aussi donc un souci. Et donc tout ce qui est d'avoir grandi dans des familles, donc il y avait consommation de produits, puis Gigi, etc., vous devinez que c'est des facteurs de risque, encore là, sans vouloir entrer dans des stéréotypes puis du profilage. Il faut essayer de comprendre la maltraitance, les effets que ça a pu avoir. En vieillissant, parce qu'on est souvent centré sur la maltraitance, ces personnes-là ont des conflits qui perdurent avec leurs parents sur des enjeux plus de vie adulte. Ils n'acceptent pas les conjoints, ils n'acceptent pas la manière de s'occuper des enfants. Et donc, ça crée, même si j'ai 21 ans et mes parents ont 53, encore des conflits avec ma famille d'origine. Ça peut être lié très souvent donc, à des conflits, à la délinquance. Du côté conjugal, pas besoin peut-être d'insister sur l'importance de la violence intradomestique en ce moment, ou familiale, exacerbée par la COVID.
Donc, les relations familiales et conjugales sont aussi à évaluer. J'espère qu'on va vous perdre. Je suis en train de vous donner la grille de lecture de ces PIP. C'est ce qu'il faut qu'il évalue. C'est son diagnostic, si vous me permettez le mot. Donc, du côté de la conjugalité, tous les enjeux de jalousie, en fait, d'hommes et de femmes. C'est surtout les hommes, mais il y a beaucoup de femmes aussi. Puis ça peut crier des deux côtés. Donc, les relations d'emprise, c'est pas le monopole d'un sexe. Et donc, la naissance des enfants. En criminaux, il y a plusieurs travaux qui ont été menés sur la parentalité comme un facteur de désistance. C'est à prendre avec des réserves. Donc, ça dépend du rapport, évidemment, du parent à l'enfant. C'est pas la naissance d'un enfant qui va faire qu'à un moment donné, un gars change de vie. Malheureusement, il y a plusieurs hommes, surtout, là, qui ont des rapports assez détachés avec leur progéniture. Il venait beaucoup à ce qu'on mette son prénom avec Junior au bout. Je m'appelle Jean. Il va s'appeler Jean Junior. Mais après, je suis parti. Peut-être un domaine qui est moins familier pour vous, ce qu'on fait de nos temps libres. Le street time, on dirait en anglais. Que faites-vous de votre vie? Moment existentiel de la soirée, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Quand vous n'étudiez pas, ne travaillez pas et ne vous occupez pas de vos enfants. Il y a des gens, en fait, qui ne savent pas. Ils zappent. Ils appellent, qu'est-ce qui se passe ce soir? Donc, la capacité à structurer son temps libre. Et tout ça en criminaux, un élément qu'on garde de proche. Et j'ai mis ici loisir, mais loisir est un terme un peu tendancieux parce que ça peut sonner ludique. Tu sais. On ne s'attend pas que dans ton loisir, tu joues au handball. Tu peux jouer au handball si ça t'intéresse. S'il y en a qui aiment, tu vas aller jouer au handball. Mais rénover ta maison, réparer ta bagnole toi-même, photographier les oiseaux, faire du bénévolat, de la philanthropie, pas juste des jeux. Donc, je ne sais pas si je vous précise bien la nuance. C'est le sens que tu donnes à ton free time. Tu n'es pas obligé de toujours d'aller jouer. Et donc, imaginez que vous ne sauriez pas quoi faire de votre free time. Vous seriez peut-être à risque de faire des conneries. Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on s'emmerde. Désolé, en québécois, on est un peu cru, mais qu'est-ce qui arrive quand tu t'emmerdes trop? Tu peux t'emmerder. Moi, je peux m'emmerder 10 minutes, 20 minutes. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu deviens irritable. Je ne sais pas si c'est pareil ici, mais c'est comme tu t'emmerdes de t'emmerder, tu comprends? Ouais? Et donc là, il faut qu'il se passe quelque chose, là. Fait que t'appelles les copains qui s'emmerdent. Il faut qu'il se passe quelque chose. Fait que, là, tu pars à la recherche de sensations fortes. T'sais. On va aller s'acheter du whisky, du Red Bull. Ah, cool! Je vais donner la suite. Donc, bref, la capacité à structurer son temps libre, et pour certains des hommes, je ne sais pas si c'est pareil ici en Nouvelle-Calédonie, je parle des hommes québécois, c'est tellement paradoxal de structurer ton temps libre. Tu ne structures pas ton temps libre. Je dis, voyons, il va arriver de la magie vendredi. Ça va être vendredi, puis non. Si tu n'as rien prévu vendredi, ça va t'emmerder. Tu vas t'emmerder. Tu vas appeler des gens qui s'emmerdent. Hein? Puis vous allez chercher 2 télescopes puis du Red Bull. Donc, il faudrait apprendre à composer avec l'ennui, la recherche de sensations fortes, puis la planification de son temps libre, en fait, d'en faire quelque chose de constructif. Et donc, ça mène, désolé ici pour le vocabulaire un peu cru de fin de soirée, mais je veux dire,
On tombe dans le poker en ligne, on tombe dans les sites web, on tombe dans le cul, on tombe dans l'alcool, on tombe dans conduire à 160 km/h parce que c'est drôle dans le village et que tout le monde va comme... Ça. Les dépendances, peut-être pas besoin de vous faire un dessin. Les drogues et les méfaits associés à ça. Donc ça, c'est la grille de lecture. Je pense qu'il y a des jeux d'application des peines en ce moment. Je pense pas, je sais. C'est ce à quoi on essaie de former actuellement vos collègues de la pénitentiaire, en fait, pour faire la lecture d'une situation. Si je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a le dossier statique, monsieur a déjà commis et les facteurs dynamiques, ses habitudes de vie. Loisirs, alcool, famille, travail, emploi, fréquentation, etc. Est-ce que donc, dans ça, il y a des éléments qui sont criminogènes associés au risque de récidive? Si oui, on en fait des axes de travail sur quoi il faut intervenir. Voilà. Donc, le principe du risque. Ici, tiens, vous voyez quiz pour la salle, voir si tout le monde est encore bien réveillé, puis moi je vais m'en écouter pour voir si je suis encore... Ici, principe du risque, je ne sais pas si vous captez le message subliminal dans cette figure, mais vous voyez ici, il y a 4 rouges. J'ai dans mes dossiers 50 personnes. Ce serait bien que j'ai des outils pour repérer ceux qui sont à risque élevé. Pourquoi? Parce que si le risque est faible, il y a des risques, désolé pour le blanc, de surintervenir. Si vous ne faites pas cette évaluation de risque, c'est pas simplement que vous perdez votre temps. Vous pouvez détériorer des situations. Imaginez des jeunes dans la salle, vous avez un copain de 22 ans, il a fait une connerie, il essaie de passer aux douanes avec du scotch, bon, il n'est pas déclaré, il y a une infraction, tout ça. On le prend au sérieux, on le met dans des groupes, là. Pour les fraudeurs de douane, il va se faire des nouveaux amis, là. On va parler de notre enfance et qu'est-ce qui nous amène à... Bref, il y a des risques aussi de nuire avec la surintervention. Donc, l'évaluation du risque nous amène à dire, par moment, il faut savoir et oser dire que cette personne-là est à risque faible et la suivre d'une manière, je dirais, technico-administrative pour concentrer nos efforts sur ceux qui sont à risque élevé. Ça, c'est appliquer le modèle RDR. Si vous posez la question, qu'est-ce qui marche? D'avoir les suivis différenciés sur le plan de l'intensité. Donc, si le risque est faible, suivi léger. Si le risque est moyen, on a une intervention intensive au début et ensuite, on assure le suivi. Si le risque est élevé, évidemment, il y a un contrôle accru tout au long. Et donc, dans la pratique courante, avant que Andrews et Bonta, vous suivez toujours Andrews et Bonta, donc amènent leurs travaux, ce qu'ils ont constaté, c'est que dans la plupart des services, la plupart des ressources humaines étaient consacrées à des gens qui étaient à risque faible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des gens qui étaient à risque faible, on voulait monter un groupe de parole. Il y avait Jean, Pierre et Jacques qui étaient à risque faible, et qu'eux autres, ils levaient la main. Hein. Moi, ça m'intéresse, un groupe de parole. Un groupe de parole, puis donc à la fin, tout le monde chillait. C'est comme, je ne sais pas si vous chillez ici en Nouvelle-Calédonie, mais ah non, vous avez bluffé, c'était tellement intéressant, on a appris plein de choses, tout ça, mais c'est super tout ça, mais c'est des gars qui étaient à risque faible. Et puis donc, les 3-4 pénibles là, qui sont à risque élevé, puis qui provoquent, puis tout ça, eux, ils étaient exclus du groupe. C'est ça le problème. En fait, Jean, Pierre et Paul qui lèvent la main, ben, vous ferez ça à l'extérieur de la prison. Désolé, on va aller chercher les pénibles, même s'ils sont pénibles. Ça, c'est appliquer le principe du risque. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, l'intensité du suivi le dosage devrait être conséquent avec le principe du risque. Et donc ici, pour aller un petit peu accélérer, parce que je vais laisser du temps pour les échanges, vous avez des recherches évaluatives qui nous donnent une appréciation
de l'effet qu'on a sur la récidive selon qu'on applique le principe du risque, des besoins ou de la réceptivité. Donc ici, si vous avez 0,1, ça veut dire qu'on a réussi à réduire de 10% le taux de récidive. Donc, je vais aller une colonne à la fois. Ici, vous appliquez le principe du risque. Je reviens à ce que je disais. Vous avez départagé les gens à risque faible, moyen, élevé, puis vous concentrez vos efforts sur les personnes à risque élevé. Si votre taux de récidive local, je ne sais pas quel est le taux de récidive local ici en Nouvelle-Calédonie, ça va être quelque chose comme 50-60%, c'est toujours ça. Taux de récidive officiel sur 3 ans, dans la plupart des pays occidentaux, c'est toujours 50-60%, à moins que vous soyez une exception. Appliquer le principe du risque, déjà, vous réduisez de 10%. Si vous arrivez à définir des axes de travail centrés sur les besoins, c'est 19%. Bon, vous devenez que ce n'est pas cumulatif, hein, parce que c'est trop magique. À la fin, on n'arrivera pas à 0. Désolé, circulation, vous pouvez partir. Et la réceptivité, on n'a pas encore beaucoup parlé, ça s'en vient. Vous pourriez aussi réduire de 23%. Donc l'idée, c'est d'avoir, si vous voulez, une lecture, un diagnostic du risque des besoins de la réceptivité pour avoir un effet donc, sur la récidive. Donc sur quoi les besoins? On se centre sur les besoins qui sont des besoins dits dynamiques. Et donc ici, pour ceux qui sont moins familiers avec le vocabulaire, dans la langue française, besoin renvoie souvent à besoin personnel. J'ai besoin de retrouver mon permis de conduire, retrouver la garde de ma fille et retrouver confiance en moi. Besoin personnel. La lecture du CPIP ne porte pas sur des besoins personnels, elle porte sur des besoins d'intervention. Donc c'est une analyse extérieure. On considère plutôt que vous avez besoin de travailler votre alcool, vos représentations des femmes, vos loisirs, etc. Et donc, dans, si vous voulez, le modèle RBR, on essaie de tenir compte autant que possible des besoins personnels des individus, mais en priorité, s'il y a des décisions à prendre, on fera prévaloir les besoins d'intervention. Donc, de toute évidence, une intervention en contexte d'autorité, c'est la lecture du CPIP qui, d'une certaine manière, prévaut. En espérant être clair, elle n'exclut pas, évidemment, le point de vue de l'individu. Si l'individu vous répond que moi, ce que j'aurais surtout besoin, c'est de retrouver des contacts avec ma fille pour mon permis de conduire, on ne peut quand même pas lui répondre « ça ne m'intéresse pas ». Mais on peut travailler là-dessus en autant que vous travaillez sur votre alcool aussi. Il faut combiner besoins criminogènes et besoins personnels. Alors, dans ce contexte-là, il y a la possibilité de mettre en place une évaluation collaborative, si vous voulez, où on fait part à l'individu de ce qu'on nous, on considère des situations à risque élevé. Lui nous fait part de ce qu'il voudrait. Et donc, c'est l'application du principe des besoins. Réceptivité, j'en ai moins parlé. J'en ai peut-être pour 10 minutes pour qu'on puisse ensuite échanger. C'est le dernier R. Donc, ici, mon fond d'écran n'était pas tellement clair. Là, il faut que je l'explique. Quand vous t'expliques ton fond d'écran, en général, c'est parce que tu as raté ton coup. Donc là, il faut que je l'explique. C'est comment je m'y prends. Avec quelle approche pour réduire le risque, répondre aux besoins. Et donc, dans, si vous voulez, le dernier principe, qui est le principe de la réceptivité, on essaie donc de distinguer ce qui fonctionne bien de manière générale avec les personnes sous main de justice en premier lieu. On va appeler ça dans le modèle RBR la réceptivité générale. Ça renvoie aux bonnes pratiques. Ça renvoie à la recherche évaluative qui nous montre que ça marche. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée actuellement de quelles sont les bonnes pratiques dans le domaine de la prévention. Et déjà, l'entretien motivationnel est perçu comme une bonne pratique, pas parce que c'est une mode, parce qu'on a des données qui montrent que ça fonctionne. Les interventions dites cognitivo-comportementales, ceux qui connaissent moins ce que ça veut dire,
c'est de travailler sur les représentations du gars. Essayer de questionner ses préjugés. On a des données qui montrent que ça marche. Pour les plus jeunes, les approches familiales systémiques, ça marche. Pour, de manière générale, les gens qui sont impulsifs, faire des plans de prévention de la récidive. C'est-à-dire d'essayer d'anticiper les situations à risque et de développer des stratégies pour faire face. Ça marche. Donc, dans un service dirigé comme, par exemple, par M. Lecomte, on essaierait de suivre le principe de la réceptivité générale. On s'assurait d'abord qu'en général, les professionnels sont sensibilisés à l'entretien motivationnel, aux approches cognitives, à la prévention de la récidive, aux approches systémiques. En général, ce sont de bonnes approches. La réceptivité maintenant plus spécifique, c'est comment je m'y prends pour ajuster mes axes de travail compte tenu des spécificités de monsieur. Et là, quand je vous dis les spécificités de monsieur, on ne parle pas de ses facteurs de risque, on parle de ses autres caractéristiques. Alors, quoi? Quelles autres caractéristiques? Ses origines ethno-culturelles, son genre, ses capacités d'abstraction, ses capacités de concentration, sa maîtrise du français, sa santé physique. Je ne sais pas si je suis clair, mais donc on peut avoir les mêmes objectifs, mais c'est certain que si monsieur a 21 ans ou 51 ans, si monsieur est une madame, désolé, elle est mauvaise, mais je suis un peu fatigué, c'est la fin de journée, c'est une femme. Si monsieur provient d'une communauté avec donc un background ethnoculturel, si éventuellement monsieur a une capacité de concentration de 20 minutes, c'est ça la réceptivité. Il faut que je m'ajuste. Et donc, tout le domaine, si vous voulez, des adaptations avec des médiations animales, des pictogrammes, des activités, etc., pour tenir compte des caractéristiques des uns et des autres, c'est le dernier principe. Donc, en résumé, je vous donne ici quelques exemples. Être dépressif n'est pas un facteur de risque dans le modèle APR. C'est un obstacle à la réceptivité. Ce n'est pas d'être dépressif qui nous met à risque de récidive. Par contre, ça interfère avec le suivi. Je vous mets ici quelqu'un qui a des grandes difficultés au niveau de l'abstraction. Ce n'est pas un facteur de risque, mais on doit forcément en tenir compte. Donc, dans les formations que moi, je suis invité à venir donner, si vous voulez, les conseillers, j'essaie de les inviter à développer des axes de travail qui tiennent compte. Donc, si je résume, des facteurs de risque, des besoins et de l'approche spécifique qu'il faut qu'on adopte. Et ça, pour le moment, si vous voulez, c'est ma dernière diapo. Après, si vous voulez que je développe sur une des approches, j'ai des diapos supplémentaires, mais je voulais qu'on parle après de l'approche motivationnelle, l'approche cognitive, l'approche... J'ai comme 30 diapos en réserve. Je pourrais... Et pour l'instant, je voulais avoir d'abord votre réaction. Vous avez ici des études qui n'ont pas été menées en Nouvelle-Calédonie, mais sur le plan international. Donc, je ramène la diapositive que j'ai présentée un petit peu plus tôt. Les services où on a bien compris le principe du risque. On fait une évaluation de risque, on fait des suivis différenciés sur le plan d'intensité. On réduit les taux de récidive de 10%. Dans les services où on a bien compris l'importance d'identifier les besoins criminogènes et d'avoir des axes de travail centrés sur les besoins criminogènes, on peut réduire la récidive de 19%. Et donc, dans les services où on maîtrise bien les bonnes approches, si vous comprenez la réceptivité, on maîtrise l'approche motivationnelle, le cognitif, on maîtrise, et qu'on est en mesure d'ajuster à chaque fois en fonction des singularités de telle personne, on peut rajouter de 23%, on peut diminuer la récidive de 23%. Je vous disais, ce n'est pas cumulatif, mais pour l'instant, les meilleures pratiques qu'on ait évaluées sur le plan international, c'est pas un total, on ne fait pas une somme de tout ça,
Les meilleures pratiques arrivent quand même à réduire la récidive de 40%. Excusez pour le ton théâtral, mais c'est parce qu'on ne soigne pas des rhumes. Réduire la récidive de 40%. Je ne sais pas pourquoi je fais du show comme ça, mais c'est quelque chose. Donc, d'où mon enthousiasme, celui dans la présentation. Je pense que ce sont des bons. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est bien compte de ces modèles-là. Si vous voulez, après que je continue ma présentation, vous me direz. Moi, je continuerai sur la réceptivité générale. Si vous voulez, après que je vous parle de l'approche motivationnelle, de l'approche prédictive, de prévention de la récidive, d'approche systémique, je suis prêt. Voilà. Hey, c'était ça mon propos. Voilà. Merci. Sur déjà ça. L'historique derrière les programmes. Les 40%, c'est où ça a été mesuré? Les 40% ont été mesurés dans les prairies canadiennes. Oui, les prairies canadiennes. Ah oui, cours de géographie. Non, excusez-moi, je pas un cours. Rappel de géographie. Dans le Canada, il y a Québec. Au centre, là, il y a comme un genre de no man's land que personne, en fait, veut aller visiter. Désolé, mais c'est les prairies, c'est les provinces du Manitoba, Saskatchewan. Bon, c'est le centre du pays. Dans les prairies canadiennes, à un moment donné, donc, on a mis beaucoup d'efforts pour former les conseillers pénitentiaires canadiens, au modèle RPR, en milieu ouvert. Je pense que c'est ça son question. Avec des suivis intensifs. Donc, les gens avaient un nombre réduit de dossiers, ce qui leur permettait d'intervenir, de rencontrer les gens au moins une fois par 2 semaines, dans certains cas même une fois par semaine, avec une lecture RBM, et en milieu ouvert, donc en ville, quoi. Pas en prison. Donc, les meilleures pratiques, c'est des pratiques intensives, en milieu ouvert, qui suivent les principes du risque de besoin de réceptivité. Et donc, voilà, 40%, je ne sais pas si vous voyez, en fait, je veux juste aussi être clair sur ce que ça veut dire, réduire de 40%. Si le taux de récidive dans votre région est de 50%, puis que je vous dis qu'on réduit de 40%, j'espère que je suis clair, on ne fait pas 50 moins 40. Juste pour être clair, non? Il n'y a pas de miracle ici, non? Je ne sais pas s'il y a bien, on fait 50 moins 40, il reste juste que 10, là. C'est pas ça. On réduit de 40% le 50%. Ah oui, non mais oui. Donc, ceux qui sont bons en maths, vous pouvez sortir Excel, si vous voulez, mais 40% de 50%, ça fait 20%. Donc, on ramène de 50% à 30%. Donc, ceux qui sont vraiment dans le métier, je vous dirais que vous essayez de viser ce que c'est que d'être efficace. Ce que c'est d'être efficace, c'est de passer de 50 à 30. C'est important, je pense, de le souligner. Puis moi, je ne trouve pas du tout que c'est déprimant. Il faut être bien au clair avec le défi de cette pratique professionnelle-là. Être excellent dans ce domaine-là, c'est de réduire de 50 à 30. C'est déjà une victoire. D'autres questions? Des critiques? Allez-y. Par rapport à votre exposé, je suis un petit peu chagrinée par la non prise en compte de l'impact social, de la gravité sociale de l'infraction. Hein, vous l'avez dit, en fin de compte, c'est complètement déconnecté. L'exemple de l'inceste par rapport aux petits dealers. Par rapport à la communication et par rapport à la société, je veux dire, l'impact social de ces infractions, je
pense que de la mettre de côté, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Oui, mais je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire, c'est dans une logique de prévention de la récidive. La mission pénitentiaire, la mission de la justice pénale n'est pas que de prévenir la récidive. Ok, je vais recadrer dans ce que je veux dire. Pour les juristes, de manière générale, peut-être vous avez familier, je veux dire, il y a dans l'exercice de la justice d'abord la rétribution, le sentiment de réparation pour la collectivité. Il y a diverses finalités à exercer la justice pénale. Et donc, quand arrive, moi je ne suis pas du tout en train de minimiser l'impact, quand arrive une affaire publique grave, au niveau du sentiment de justice, de réparation, la peine doit être sévère. Ce n'est pas mon propos. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau du CPIP qui reçoit ensuite ce dossier-là, au niveau de son travail de prévention de la récidive, il y a un élément là-dedans que même si la situation est grave, gravissime, ce n'est pas une situation où la prévention de la récidive, pour l'instant, passe en premier, parce que le taux de récidive sur ces situations-là est grave. J'espère que je corrige mon erreur. Donc, c'est dans les multiples significations de l'exercice de la justice, la prévention de la récidive n'est qu'une parmi plusieurs. Si je suis clair, donc moi je suis tout à fait à l'aise avec le fait que les auteurs d'inceste ou de meurtre pour prendre des cas extrêmes, mais des peines sévères, et donc on prenne des cas très au sérieux, etc. Et sur le plan de la réinsertion, de la prévention de la récidive, pour le moment, moi je dirais, le temps va faire son œuvre, de toute façon il va prendre 15 ans en prison. Donc c'est des choses qui sont dans mon esprit différentes. Ça vous va? Non, il ne faut pas trop, on dirait, mais à partir du moment où on fait le choix de la prévention de la récidive, il faut tenir compte des taux de... Ce qu'on appelle chez nous, si vous voulez, les taux de base. Les taux de base de récidive sont faibles sur ces infractions-là. Mais justement, pour continuer dans ce propos, la question aussi est celle de... Là, vous m'entendez? La question est aussi celle de l'utilisation de la force publique en matière d'administration pénitentiaire. Est-ce que vous souhaitez que le temps que l'on consacre soit du temps utile qui soit destiné à lutter contre la récidive, ou est-ce que vous préférez que l'on mette en place un temps de contrôle social qui aura une autre utilité, mais qui n'aura pas d'impact sur la récidive? C'est une question qui doit se poser et qui est échangée assez régulièrement d'ailleurs. J'ai une question. Est-ce que la technique de la RDR, est-ce que c'est un travail appliqué en Nouvelle-Calédonie ou pas? Et si oui, est-ce qu'il y a pu un peu avoir des améliorations Alors, est-ce que les principes du RDR sont appliqués en Nouvelle-Calédonie? Si Denis Lafortune est là parmi nous aujourd'hui, c'est pour accompagner les professionnels de ce service dans leur montée en compétences. Donc, est-ce qu'ils sont intégrés? Non. Est-ce qu'on y va? Oui. C'est relativement neuf, puisque à la conférence de consensus, que ce soit sur l'ensemble du territoire national ou ici, elle date de 2013. À l'échelle de l'évolution d'une administration, c'est hier. Notre premier référentiel de méthode d'intervention, il date de 2018. D'accord? Donc pour vous, c'était il y a 4 ans. Pour vous, c'était encore hier. Donc là, aujourd'hui, la plupart des services pénitentiaires d'insertion et de probation déploient ces méthodes structurées. Les professionnels qui sortent de l'École nationale d'administration pénitentiaire au bout de 2 ans de formation ont suivi ces principes et un certain nombre de techniques, dont l'entretien motivationnel. Donc on est en plein dedans. Voilà. Vous m'entendez?
extrêmement intéressant. Et on se posait la question de savoir quels étaient les modes alternatifs que vous aviez, alternatifs à l'emprisonnement à Montréal. Qu'est-ce que vous mettez en place et qu'est-ce qui fonctionne? Merci. Il y a au moins trois niveaux. D'abord, il y a la déjudiciarisation, donc la justice réparatrice, si vous voulez, où on essaie vraiment d'éviter le passage devant la cour. Il y a l'arrestation, ça pourrait être judiciarisé, en fait. Le mouvement de la déjudiciarisation n'exclut pas le travail des policiers, le travail, donc, chez nous, c'est des procureurs, chez nous, c'est du parquet, je pense, donc vraiment le dossier, ça pourrait être judiciarisé. Maintenant, il vient un moment donné où il y a une intersection où on propose donc une forme de travail déjudiciarisé qui pourrait ressembler à des tiges chez vous, des travaux d'intérêt généraux, mais auxquels on ajoute des séances de sensibilisation, rappel de la loi, habileté sociale, contrôle de la colère, auxquels les gens participent de manière semi-contrainte. Hein. C'est comme s'ils ont le choix, mais ils ont plus ou moins le choix. Parce que si c'est pas ça, on s'en va à la cour après. Donc, il y a d'abord la déjudiciarisation. Deuxièmement, il y a les tribunaux spécialisés. Donc, ça reste une forme, si vous voulez, de justice pénale, mais on commence, peut-être c'est pareil chez vous, on commence à avoir des tribunaux spécialisés en santé mentale, tribunaux spécialisés en abus sexuels, tribunaux spécialisés en toxicomanie, tribunaux spécialisés en itinérance. Où, de nouveau, là, on a commencé vraiment à judiciariser. C'est quand même, on a dépassé le parquet. Il y a des procédures, à la limite des condamnations, mais c'est par des acteurs du système de justice qui sont habitués de traiter des cas de toxico, de santé mentale, etc. Autrement, il y a un investissement assez fort qui est fait de la probation. Moi, quand j'ai été impliqué, j'ai évoqué rapidement mon parcours en France. C'était au niveau de la conférence de consensus. Mme Taubira essayait de développer, je ne sais pas où j'ai appris ça, la contrainte pénale et puis tout ça. Mais chez nous, il y a donc un fort préjugé favorable pour l'approbation. Et donc, dans les principes dont je n'ai pas eu le temps de parler, je veux dire, s'il y avait un quatrième principe, ou principe RBR, c'est que toute chose égale par ailleurs, si vous pouvez suivre l'individu dans le milieu ouvert, suivez-le dans le milieu ouvert. C'est clair. Et donc, à ce moment-là, ça suppose qu'on construise l'approbation quand même. Il ne suffit pas de pointer aux 2 semaines en disant « j'ai rempli mes papiers ». Donc, ça suppose qu'il y a des objectifs, des axes de travail. Donc, si je vous réponds, il y a vraiment la déjudiciarisation des tribunaux spécialisés, des probations intensives et construites. Puis d'ailleurs, tout à l'heure, la question qui m'a été posée sur les meilleurs dispositifs, là, je ne sais pas si c'était assez clair quand je dis c'est très canadien, c'était en fait dans les suivis de probation. Donc, chez nous, sans diaboliser la prison, c'est pas ça l'idée, il y a des très bonnes pratiques qui sont faites aussi en milieu fermé, mais on privilégie très franchement les suivis en milieu ouvert. Bon, la logique étant, je pense, assez simple, hein, c'est que les gars sont exposés aux situations à risque en ville. Et donc, si on les voit de manière structurée et intensive à toutes les semaines et qu'on travaille sur les situations à risque dans le réel plutôt que dans l'hypothétique, en disant quand vous allez sortir de prison, on a le sentiment en fait que ça... Bon, on a les données aussi qui montrent que ça fonctionne mieux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ces dernières années, différentes lois en France ont recherché à lutter contre les courtes peines d'emprisonnement. Parce qu'on sait aujourd'hui que les courtes peines d'emprisonnement non seulement ne luttent pas contre la récidive, mais la génèrent. C'est aussi une traduction dans la loi de ce volet. Et juste une parenthèse, c'est que le nombre d'agents de probation en métropole, enfin en France, et dans les territoires, a été multiplié par 5 en 20 ans. Donc un effort conséquent a été fait, quel que soit le gouvernement en place, pour progressivement développer la probation. Aujourd'hui, on est un peu plus de 5000 personnels d'insertion de probation. N'hésitez pas, je vais vous donner le micro.
Tanguy, retraité. Je vous ai écouté avec une très grande attention et beaucoup d'intérêt. En ce qui concerne la récidive, cher ami, je vous dirais que nous n'avons pas la même conception ici au Canada. Ce n'est pas la même culture. C'est le premier point. Le second, nous sommes confrontés sur le territoire, d'une manière générale avec la France, par un manque de moyens chronique. Or, ce que vous envisagez, ce que vous nous dites, à juste titre d'ailleurs, il faut des moyens derrière. Nous sommes d'accord. Malheureusement, nous ne les avons pas. C'est comme un médecin qui n'aurait pas de vaccination, de vaccin ou de piqûre. Voilà. Donc la récidive, on se retrouve avec des délinquants qui sont à la 20e, voire à la 25e condamnation sans avoir fait d'emprisonnement, je précise. Donc nous sommes déjà dans un stade au-dessus de vous. Et qui persistent dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu tous les paramètres que vous nous avez cités, et ils n'ont pas eu du personnel adapté, qualifié, permettant une récidive pour certains. Quand vous parlez de 40% de réussite, chez nous ici, on en est loin. J'ai eu 25 ans dans la filière judiciaire. Depuis les années 60, vous voyez, j'ai vu l'évolution, plus d'un demi-siècle, et je peux vous assurer que nous sommes au fond de l'abîme, à l'heure actuelle. Regardez déjà le taux de fréquentation, et votre collègue et ami qui est sur votre droite pourra d'ailleurs en attester. Il y a 600 pensionnaires, entre guillemets, à la maison d'arrêt, alors qu'elle en contient logiquement, physiquement, 400. Partant de là, nous avons une surpopulation, ici, comme en métropole d'ailleurs, qui permet toutes les dérives possibles et imaginables. Et la justice, à l'heure actuelle, aujourd'hui, et j'en assume la responsabilité de mes propos, n'assure pas la véritable justice qui fondamentalement est la sienne. Nos juges n'ont pas les moyens d'accomplir réellement l'application du droit pénal. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et vous avez beaucoup de mérite d'être parmi nous. Vous nous apportez un peu de baume au cœur en théorie, mais sur le terrain, c'est une autre partie de sport. Je vous remercie. Et éventuellement, peut-être en fin de soirée, si vous avez du temps, j'aimerais discuter sur. On n'a pas la même conception de la récidive, parce que ça, c'est. Je ne suis pas certain que j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais on pourra en parler. Sur les moyens, sans doute que le Canada est un petit peu plus pourvu, mais là, j'insiste sur le un petit peu plus pourvu. Parce que pour faire les allers-retours sur Air Transat, pardon, 6 fois par année entre Montréal et les différents territoires français, je m'aperçois que je pense que le système canadien est un petit peu idéalisé de votre part. Il est faux que les conseillers pénitentiaires, en fait chez nous c'est des gens de probation canadiens, suivent 60, 50, 70 cas. Ils ont aussi 120 cas. Et donc, il y a la même. Il y a sans doute, non, je reprends, il y a une charge de travail un peu moindre, mais il n'y a pas cet écart-là. Sans doute, ce qui est, si vous voulez, la principale différence, c'est au niveau de la formation des personnels, mais depuis, je pense, 2000-2013, avec Mme Taubira, il y a un grand coup de part, enfin, Lionel est mieux placé pour en parler, qui a été donné. Je peux vous donner quelques chiffres qui datent de ce jour, puisque ce matin encore, j'ai accueilli 3 nouveaux conseillers pénitentiaires d'insertion de formation. On a aujourd'hui un ratio personnes suivies conseillées en milieu ouvert en Calédonie,
qui est de 85 personnes suivies sur l'antenne nord, donc en province nord, et qui est de 87 personnes suivies par conseiller sur l'antenne sud. Pour le centre pénitentiaire, avec la surpopulation actuelle, j'ai 9 agents, dont 2 qui ne sont pas opérationnels. Vous faites le calcul, vous divisez 600 par 9 et vous aurez le ratio. Donc ce n'est pas tellement en termes de moyens humains que la difficulté se pose. C'est surtout dans nos méthodes d'intervention. Alors évidemment, en tant que chef de service, moi je milite pour avoir plus de professionnels, mais ça renvoie à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on va recruter des professionnels pour contrôler des personnes qui n'ont pas besoin de nous? Ou est-ce qu'on va recruter des professionnels, les former, pour agir sur ceux qui ont un niveau de risque plus élevé? Et c'est tout l'enjeu de cette réforme de méthode d'intervention. Donc les moyens, oui, sont absolument nécessaires, mais je crois aujourd'hui que la différence qu'il y a en tout cas entre le Canada qu'on va chercher pour nous accompagner, nous, elle n'est pas tellement liée à nos moyens humains, mais plutôt à notre façon à nous d'évoluer. Vous savez, les pratiques professionnelles, elles n'évoluent pas en un claquement de doigts, hein. Donc il faut du temps, hein. On en reparlera, on en parle dans 5 ans. Si je peux rebondir, moi, si vous me permettez un regard d'étranger, la principale différence que moi je vois entre chez moi et chez vous, c'est l'implication des universitaires. Si moi j'ai une critique à formuler, ça vous êtes-vous? Pour valider les méthodes, accompagner, faire de la recherche, etc. Tout ce que je vous ai présenté là, c'était développé en partenariat avec des universités, des profs, des chercheurs, etc. Ça, je trouve que c'est un déficit. Je suis désolé de dire ça dans une université, mais il y a une collaboration plus étroite, je pense, en Amérique du Nord pour le moment, ce que je vous souhaite, hein, qu'il y ait vraiment des gens qui fassent de la recherche, alors appliquée au niveau des outils, des pratiques, des procédures qui fonctionnent localement. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas de la courtoisie ou de la diplomatie. Moi, je suis absolument convaincu qu'il y a d'excellentes pratiques en France et sur les territoires outre-mer. Je ne le dis pas par courtoisie, j'en suis convaincu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Il n'y a rien qui a été évalué. Et c'est aux chercheurs à faire leur boulot. Là. On est là le jour. Les chercheurs sont là, au moins un mois. Mais en tout cas, je pense qu'en France, globalement, il y a un problème de reconnaissance de la criminologie aussi. Il y a, d'un point de vue universitaire, vous savez, on est très à cheval sur les étiquettes et sur les reconnaissances officielles d'une discipline. Et cette discipline, en fait, elle n'existe pas dans l'horizon universitaire français. C'est un vrai problème. La criminologie, on en fait un peu quand on fait du droit et quand on fait du droit pénal. Si on a la chance d'avoir eu un institut de criminologie, par exemple, dans son université, ce qui est mon cas, mais en fait, c'est pas une discipline reconnue par l'université française, c'est un vrai souci. Donc je pense que c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre. C'est pas faute d'avoir un intérêt, et on le voit, et nos étudiants en droit pénal souvent ont des réflexions qui relèvent de la criminologie en réalité, mais en fait, on n'a pas organisé, j'allais dire scientifiquement et d'un point de vue universitaire, la filière. On a besoin d'avoir des filières en France pour diplômer des gens avec une étiquette, criminologue, etc. Et c'est un débat qui est encore en cours en fait en métropole et l'impact, il est qu'effectivement, il y a très peu de chercheurs universitaires qui soient investis dans ce domaine, mais aussi, j'allais dire, qui ne se sentent peut-être pas la légitimité aussi, parce que n'ayant pas l'étiquette de diplômé en criminologie, d'investir ces champs. Donc tout est à faire également du côté de l'université. Donc évidemment, voilà, en métropole, on a de plus en plus de diplômes, alors qui sont des spécialisations pour des juristes notamment, donc ça va être des masters, criminologie, souvent criminologie générale, théorique, beaucoup moins, c'est encore ce que vous faites vous, de la criminologie appliquée, clinique, dans le domaine pénitentiaire. Tout ça, effectivement, c'est pas forcément connu ou suffisamment connu en métropole, mais c'est un champ des possibles aussi en termes de recherche.
Et bien sûr que l'université serait ravie de collaborer avec mon service pénitentiaire pour exploiter finalement toutes ces données qui sont là forcément, puisque on a des personnes condamnées, on en a. Et effectivement, une réflexion scientifique derrière tout ça et une aide à la construction de schémas, etc., serait sans doute quelque chose de souhaitable. Et c'est aussi pour ça qu'on idéalise le Canada, avec cette université qui est très présente dans ce domaine depuis maintenant une cinquantaine d'années. Donc c'est une expérience dont vous bénéficiez aussi dans d'autres beaux pays. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il y a des étudiants là, qui se cachent. Alors, n'hésitez pas. Étudiants ou pas étudiants d'ailleurs. Bon, je vais vous laisser peut-être les mots de la fin. Ben, bien sûr. Écoutez, c'est vraiment, quand je viens ici, si vous voulez, c'est un travail pour moi de co-construction. Je tenais à dire, compte tenu des dernières remarques, moi j'apprends aussi beaucoup quand je viens sur le respect, pour donner des exemples concrets, là, pour vous dire, je suis pas en train juste de faire du bavardage, le fait qu'en fait, souvent vous interpellez les condamnés par monsieur, leur nom de famille, le respect, l'importance du travail social ici, l'ouverture à la créativité, en fait, il y a toutes sortes d'expérimentations. Donc je pense que c'est vraiment dans une perspective, quand je viens d'échange, de co-construction, et puis une interpellation, à essayer de formaliser. Je vais terminer en disant ça, je suis absolument convaincu. Il était question de pépites, je pense, un peu plus tôt, qu'il y a aussi des pépites ici. Mais le souci, pour arriver, je pense, à développer une pratique, mais une politique aussi, pour parler aux décideurs. Chez nous, je vais encore finir sur chez nous, mais voilà. Quand vous arrivez avec des données comme ça, on réduit de 40% la récidive, le politicien réfléchit. C'est d'être un peu de parler comme ça, mais c'est le langage qu'ils ont. Donc, je vous souhaite aussi peut-être d'avoir une formalisation, une évaluation des pépites qu'il y a ici, pour arriver à revaloriser donc, les pratiques et puis éventuellement même influencer les politiques publiques. Toi, Lionel, qu'est-ce que tu dis? Non, moi je voulais juste en profiter pour faire remarquer, puisque avant de préparer cette intervention, je suis venu ici avec mon bâton de pèlerin pour proposer à l'université de mener conjointement non pas une recherche-action, mais une recherche tout court, pour mieux connaître les personnes qui commettent des délits et des crimes ici, puisque nous avons une base de données, mais une base de données que nous n'exploiterons pas dans le cadre de notre métier au quotidien, tout simplement parce que les professionnels n'en ont ni les compétences ni le temps, et en nous adossant sur, sur un travail avec l'université, nous pourrions faire ce travail-là. Parce qu'avant de pouvoir mettre en place des programmes structurés, il faut savoir qui sont nos usagers. Donc j'ai lancé cet appel, et pour ça il faudra des petites mains, des grandes mains, pour venir nous accompagner là-dedans. Donc si vous êtes candidat et motivé, n'hésitez pas à en parler à votre responsable du FR. Nous on est prêts à jouer le jeu. Voilà. Merci à vous.